Salut à tous, foire aux questions aujourd'hui dans cette vidéo où je réponds aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Petite particularité, ici je vais également ajouter des questions qui ont été très intéressantes, qui m'ont été posées sur d'autres supports, comme notamment les Discord. Entamons directement les hostilités avec Vincent. Vincent qui me marque en cas de forte chaleur plutôt que d'enlever les bouteilles qui seront toujours utiles en cas de gel. Pourquoi ne pas amener plutôt un ombrage via quelques perches et une paillasse style canis? Donc commentaire suite à la vidéo sur l'utilisation des petites bouteilles au jardin. J'avais déjà partiellement répondu à Vincent en lui disant que voilà, je ne suis pas forcément dans une zone où il fait chaud, je suis dans le sud de la Belgique. C'est quand même une grosse construction, c'est quand même pas mal d'infrastructures pour finalement juste devoir enlever des bouteilles. Je viens maintenant avec un deuxième argument qui sera inédit dans cette vidéo, c'est que, donc on parle bien de la période où j'ai mes bouteilles pour protéger mes jeunes semis, mes jeunes repiquages, du gel. Si, maintenant imaginons qu'on a un mois de mars où il fait très chaud et que je risque de cramer mes plants à l'intérieur des bouteilles, euh, donc si à un moment je dois au mois de mars mettre de l'ombrage, je vais être embêté. Je vais être embêté parce que la façon avec laquelle je cultive, c'est avec un gros couvert végétal. Donc j'ai beaucoup de ce qu'on appelle le mulch, le paillage, et j'ai un gros couvert végétal sur mes parcelles. Mes parcelles où sont mes petites bouteilles avec mes jeunes semis, mes jeunes plants. Le désavantage de cette façon de cultiver, c'est que la terre, au printemps, va se réchauffer moins vite. En effet, il y a une couche d'isolation et c'est problématique parce que la terre a besoin d'être réchauffée pour lancer tout le processus naturel avec l'activation des bactéries, pour la minéralisation des nutriments et autres et autres et autres. Donc, si à un moment je mets de l'ombrage pour, je veux dire, protéger ces petits plants qui sont dans des bouteilles, malheureusement en même temps je vais empêcher mes parcelles de se réchauffer. Donc dans cette période de l'année, les mois de printemps, je vais préférer de retirer simplement mes petites bouteilles. Quand pas de chance, on aura une semaine qui est bien plus chaude que prévu vis-à-vis du mois habituel que nous avons au printemps. Maintenant, je retiens ta solution. Si maintenant on commence à avoir des épisodes de canicule en été, etc., à ce moment-là, généralement, il n'y aura même plus de petites bouteilles. Et je serais très content d'avoir une infrastructure telle que tu la proposes pour, et ça, c'est à ce moment-là, protéger l'ensemble des parcelles des fortes chaleurs. Coco, selon toi, non, je vais d'abord commencer par la question de Evan. De quelle superficie de terrain et de potager tu disposes? Je dispose d'un terrain de plus de 1500 m² et le potager, je serais incapable de te répondre. Tout ce que je peux dire au niveau du potager, c'est que j'y suis depuis 3 ans. Je préfère avoir des parcelles bien installées avant de vouloir en faire plein. Mais maintenant, les premières parcelles que j'ai installées sur le terrain ici, elles commencent à être autonomes, j'ai plus besoin de mettre autant de mulch qu'avant, ça se passe bien, quoi. Et donc, d'année en année, le potager s'agrandit de plus en plus. Tout comme la partie verger, tout, tout s'améliore au fur et à mesure, mais je ne saurais pas dire de quelle superficie de potager je dispose, parce que j'ai simplement pas calculé. Je peux juste te dire que cette année-ci, je rajoute 3 parcelles. Je reviens alors sur la question de Coco, parce que les deux sont un peu liés. Selon toi, quelle est la superficie minimum pour l'autonomie alimentaire? Je ne suis pas capable également de te répondre avec précision, parce que tout dépend énormément de facteurs. Alors normalement, si vous suivez la chaîne vidéo par vidéo, la vidéo juste avant, je venais déjà en partie avec une réponse pour cette question, en expliquant qu'en fait ce qui comptait, ce n'était pas forcément les mètres carrés que vous avez, mais la façon avec laquelle vous allez utiliser ces mètres carrés dans votre projet de résilience. Et puis, il y a tellement d'autres paramètres ici. Voilà, la question parlait d'autonomie alimentaire. Ça dépend. Vous êtes célibataire ou vous êtes une famille de 5 personnes? Vous vivez dans un climat favorable au sud de la France ou vous vivez dans des endroits avec une grosse pluviométrie qui est trop importante ou des hivers qui sont un peu plus longs, un peu plus rigoureux? Quelle est la qualité de votre terre? Est-ce que vous partez avec une bonne terre? Est-ce que vous partez avec une moins bonne terre? Voilà, en fonction de tous ces facteurs-là, il y a des gens qui vont pouvoir se permettre d'avoir moins de surface parce qu'ils vont disposer simplement de variables environnementales plus importantes, plus favorables, plus généreuses, je veux dire. Et il y a des gens qui vont devoir avoir
plus de surface parce que simplement les conditions, notamment météo, dans leur région vont être beaucoup plus ardues, vont être beaucoup plus radines en quelque sorte. Donc ça dépend également de la façon avec laquelle vous allez cultiver. Je suis frappé de voir, et ça j'avais déjà répondu par écrit à la question de Coco à ce niveau-là, un youtubeur qui malheureusement ne fait plus beaucoup de vidéos, il a fait un livre, etc. Et le gars c'est un urbain, il a vraiment pas beaucoup de surface, mais il est arrivé à avoir une productivité au mètre carré qui est vraiment intéressante, en s'inspirant beaucoup de la permaculture, etc. Mais en faisant fonctionner la caboche, il a vraiment réussi à rentabiliser pour avoir le maximum de rentabilité malgré ses faibles surfaces. J'ai également en tête cette famille américaine qui a aussi un terrain pas si grand que ça, un tout petit, mais qui est arrivé, selon elle, selon les calculs qu'elle présente, à l'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire, c'est aussi un gros mot, ça veut dire beaucoup de choses et rien en même temps. Moi, par exemple, j'aime bien manger des bananes. Mais le jour que je veux vraiment arriver au plus près des 100% d'autonomie alimentaire, je ne saurais pas faire de bananes. Dans la région dans laquelle où je vis, ça va être trop difficile, ça va demander trop d'énergie, la performance de savoir faire des bananes. Donc, si je ne fais pas des choix sur mon régime alimentaire, l'autonomie alimentaire, actuellement pour monsieur et madame tout le monde, c'est utopiste. Ceux qui veulent vraiment se rapprocher d'un 100% d'autonomie alimentaire, ils sont obligés de revoir le régime alimentaire. Et parfois, c'est simplement des choses comme simplement manger des légumes de saison, tout simplement. Donc voilà, je suis incapable de répondre sur ta question, Coco, parce que ça dépend de tellement de facteurs. Maintenant, il faudra toujours un minimum. C'est certain que celui qui vit dans un appartement, il n'arrivera pas à avoir une autonomie alimentaire, soyons clairs. Il faut de la place pour le potager, il faut de la place pour l'élevage, il faut de la place éventuellement pour plein de choses finalement. Donc, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment la grosse louche, 800 mètres carrés. 800 mètres carrés pour une personne ou un couple. S'il y a des enfants, il faudra augmenter. Mais c'est vraiment à la grosse louche parce que je ne serais même pas étonné que des gens soient capables d'atteindre une autonomie alimentaire avec moins de surface encore, pour peu que voilà, les choses soient bien concentrées, soient bien pensées, soient bien planifiées, qu'il y ait beaucoup de soins qui soient donnés par mètre carré. Donc question difficile, voilà, il faut un minimum, c'est certain, mais ce qui compte surtout, c'est pas la façon, c'est pas le nombre de mètres carrés que vous avez, c'est la façon avec laquelle vous allez les gérer. Une question orientation. En tant qu'adulte, comment optimiser cette compétence? La réponse la plus flagrante qui me vient à l'esprit, c'est arrêter d'utiliser votre GPS. Arrêtez d'utiliser toutes les applications sur vos GSM, Google Maps, Waze, tout. Je les connais pas plus que ça, je n'ai pas de smartphone. Mais voilà, arrêtez cet assistanat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez cette habitude que chacun de vos trajets, vous le faites avec vos 5 sens. Prenez cette habitude de travailler votre orientation à chacun de vos trajets. Et alors, si vous devez partir sur des coins un peu méconnus, etc., prenez peut-être un quart d'heure en plus, le temps de peut-être un peu tourner, renseignez-vous correctement, ou limite, ok, allez sur Google Maps, mais allez sur Google Maps, dites, ok, plus ou moins dans telle grande ville où se situe plus ou moins la rue que je cherche, ah ok, donc je vois c'est à côté d'un parc, ok, je vois que je dois passer un petit pont avec une petite rivière, ok, je vois qu'il y a un monument historique juste à côté, et pam, une fois que vous y allez au talent. Alors oui, il y a bien des fois que vous allez un peu vous égarer, mais clairement, si vous voulez rattraper un réel sens de l'orientation, il va falloir réapprendre à vous orienter par vous-même et arrêter d'être dépendant d'une aide technologique tout simplement. Autre question, comment se préparer à l'évacuation avec les enfants en cas d'incendie? Sujet assez complexe, j'en parlerai plus profondément. Je vais faire une vidéo spécifique pour l'évacuation en cas d'incendie et on abordera évidemment le problème pédiatrique, le problème avec les enfants. Pour déjà répondre en partie, ce qui va être capital, c'est l'emplacement de la chambre des enfants. En sachant que l'habitude qu'on a de mettre les chambres des enfants à l'étage, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis l'entraînement, simplement que les enfants soient déjà drillés, ont déjà des TTP, pour ok, réagir, ok,
l'alarme incendie, tu es en train de l'entendre, mon petit gamin, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et cet entraînement-là, il devrait être amené sous forme de jeu. Sinon, c'est ultra, comment dire, ultra anxiogène de commencer à driller le gamin en disant ouais, tu as intérêt à sortir tout de suite de ta chambre, descendre des escaliers, rejoindre papa et maman, sinon tu vas brûler. Non, 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 ça doit être fait sous un jeu où bah, voilà, on essaye d'évacuer la maison en faisant le meilleur chrono possible. Ça c'est fait. Question qui m'était posée sur un Discord de Alex. Alex qui est un étudiant, qui vit encore chez ses parents, il va bientôt rentrer dans la vie active, mais voilà, et ses parents sont pas forcément chauds, surtout le domaine de la préparation individuelle, et qui demande par où commencer quand on est étudiant encore chez ses parents. Alors la réponse que je lui ai donnée, c'est des cours de premier secours et commencer un sport de combat. Et les deux sont liés finalement, dans le raisonnement je parle. Dans toute votre vie, il y aura probablement un jour où vous allez avoir la nécessité d'avoir un cours de premier secours, où vous serez bien content d'avoir fait un cours de premier soin. Et point de vue de la violence, il y aura bien un jour où il y a un trou de balle qui va venir vous casser les burnes. Alors, je ne parle pas forcément de le taper dessus, d'ailleurs, le sport de combat ne se limite pas uniquement à je tape sur quelqu'un. Dans tout le domaine, par exemple, de la self-défense, vous allez apprendre justement à ne pas être la cible qui va être visée par un prédateur, mais également, si à un moment, ben voilà, deux personnes s'engueulent, dont vous, à pouvoir à un moment faire en sorte que le conflit verbal ne devienne pas un conflit physique. Et puis si maintenant il devient un conflit physique, on vous donne des outils pour pouvoir vous défendre. Donc, que ça soit dans le domaine du premier soin ou dans le domaine de l'agression, il est fort probable que Alex, comme n'importe qui que vous regardez cette vidéo, bah, dans l'ensemble de votre vie, vous soyez un jour confronté à ce genre de situation. Un cours de premier secours, c'est tout à fait possible de suivre ça avec une scolarité classique, ça ne coûte pas bien cher. Sport de combat, c'est excellemment, c'est aussi très bon pour la condition physique, c'est possible de faire ça aussi en dehors des cours. Donc je pense que pour un étudiant, ces deux aspects de la préparation sont tout à fait possibles. J'ajouterai un qui me paraît très important, c'est celui de savoir faire un budget. Très tôt, moi j'ai commencé super tôt, hein, c'était débile, hein, j'avais une pièce de 20 francs belges à l'époque, ben, j'avais un petit cahier où je divisais cette pièce de 20 francs belges avec peut-être des fois juste 25 centimes pour aller au cinéma, quoi. Donc commencez plus tôt. Plus tôt vous allez commencer à avoir un budget équilibré, plus par après, et très certainement quand vous allez rentrer dans la vie active, vous allez être efficace avec votre résilience économique. Alors, je vous renvoie sur quelques vidéos que j'ai déjà commencé sur la résilience économique et sur toute une série de vidéos que vous trouverez très facilement qui vous expliquent comment faire un budget. C'est interpellant de voir le nombre de personnes qui ne savent pas gérer son argent et je pense que cet apprentissage peut déjà être fait pour Alex et voire même pour des personnes beaucoup plus jeunes. Et ensuite, j'ajouterai, pour finir, juste apprendre à faire un potager, commencer tout doucement, mettre des graines dans le sol, voir ce que ça fait, peut-être un peu d'élevage si vous avez la possibilité. Pas forcément grand chose parce que vous vivez encore chez vos parents, en tout cas c'est le cas d'Alex, mais au moins déjà commencer à essayer deux, trois trucs, etc. pour finalement avoir déjà un tout petit bagage au moment où Alex il aura son bien à lui, qui va pouvoir développer de l'élevage ou de la production de nourriture. Question un peu délicate. Le stock, il faut le prévoir pour combien de temps en cas d'effondrement? Donc on parle bien du stock alimentaire. Et bien là, encore une fois, tout dépend. On revient encore avec notre histoire de célibataire ou de famille de 5 personnes. D'office, le stock va partir beaucoup plus vite pour une famille de 5 personnes. J'ai tendance à dire que l'un des paramètres qui va être également très important, c'est est-ce que tu produis toi-même de la nourriture, par l'élevage, par un verger, par un potager, as-tu d'autres facilités pour avoir de la nourriture? Si c'est le cas, je pense que tu peux envisager un stock moins important que la personne qui, elle, c'est très bien, elle vit dans un appartement, elle ne saura pas produire elle-même de la nourriture, elle n'aura pas des facilités, un fermier est juste à côté pour aller un peu travailler en échange d'une salade. Voilà, ça va être trop difficile pour elle. D'office, son stock alimentaire devrait être plus important. Pour une personne, je vais prendre mon exemple, voilà, je produis de la nourriture sur mon terrain, peut-être pas pour être autonome à 100%, en tout cas pas encore. Je dois compter
sur le fait que peut-être cette année-ci va être dramatique. Je vais avoir, voilà, j'ai énormément de choses qui sont lancées au potager pour l'instant, et je vais peut-être avoir une saloperie de pluie, de grêle qui va tout dévaster. Donc, il me faut au moins un an d'avance pour dire que je puisse tenir jusqu'à la saison prochaine. Et la saison prochaine, la saison bien lancée, la saison où le moment où on est déjà capable de retirer des choses du jardin, de votre élevage ou autre. Et parce que voilà, on a quand même cette impression, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, moi je le vois de mes yeux, rien que le mois passé, on s'est pris 2 tornades dans ma région, quoi. Que le climat il devient un peu fou, quoi. Euh, je partirai, et en tout cas c'est ma stratégie, sur 2 années. 2 années d'autonomie avec votre stock alimentaire. Plus, sur le côté, là on revient un peu sur la question parce que Coco parlait d'effondrement, plus sur le côté, donc ça c'est pour mon stock courant, et sur le côté, j'ai un stock avec des denrées très difficilement périssables, voire non périssables, qui, elle, va permettre de donner un coup de main à long terme en cas vraiment de gros soucis. Donc, j'aurais tendance à dire, même pour quelqu'un qui produit sa bouffe, au moins plus d'un an, histoire de pouvoir faire une saison de production. 2, je trouve que c'est prudent. Et maintenant, pour une personne qui n'aurait pas de stock, il va falloir essayer de pousser un peu plus quand même. Et trouver une solution à moyen terme pour quand même avoir une production de nourriture, en tout cas une possibilité de recevoir de la nourriture, parce que sinon ça va être difficile. Surtout dans le terme d'un effondrement, évidemment, on met un peu de côté ici dans cette question tout ce qui est petite rupture de la normalité, telle que nous pouvons le connaître maintenant, comme on a connu par exemple avec la Covid. Tim TQKE, je ne sais pas comment le prononcer, qui sur la vidéo sur l'économie qu'on pouvait réaliser en achetant des aliments premier prix, fait signaler de façon tout à fait pertinente que, attention, aller chercher toujours le plus petit niveau de qualité pourrait en avoir un impact sur la santé. J'ai un peu creusé le sujet et il s'avère qu'en fait on n'arrive pas à démontrer scientifiquement qu'il y a une vraie différence de qualité entre les aliments, je vais dire, de luxe et les aliments premier prix. C'est, ouais, un tout petit peu, parfois un peu sur certaines vitamines ou des choses comme ça, mais finalement dans nos bocaux ou dans nos cans, allez, j'ai le mot en anglais mais j'ai pas le mot en français. Euh, allez, nos conserves, finalement, les premiers prix, on a la merde dedans, on a des conservateurs, on a tout de la chimie, et finalement, dans les produits de luxe, on retrouve cette même merde. Donc, sa remarque est certainement pertinente à partir du moment qu'on comparerait quelque chose qu'on achète au magasin de premier prix et quelque chose qu'on produit soi-même ou qui est produit par des producteurs locaux où vous savez que là-dedans il n'y a pas de merde. Alors là oui, de fait, il y aura une grosse plus-value pour la santé, c'est indéniable. Voilà, moi actuellement je ne produis pas encore assez, ça s'améliore comme j'ai dit, hein, par exemple le potager il augmente en surface d'année en année. Euh, je n'arrive pas encore à me passer, en tout cas pour avoir un stock de 2 ans, sur l'entièreté de mes productions à moi. Donc je suis obligé d'arriver sur des produits du magasin, donc j'ai pris du premier prix pour le levier économique que ça va me donner, en étant conscient que ce n'est pas forcément bon pour la santé, mais finalement les produits de luxe ne le seraient pas non plus. Alors, nous avons une question de mon collègue youtubeur Bushcrafter Survivalist. Salut à toi Bush si tu vois la vidéo. Sur la vidéo où je parlais des couverts en bois en disant c'est intéressant en cas de rupture de la normalité au niveau hydrique et au niveau de la gestion des déchets, parce que ces couverts sont à usage unique, sont jetables, tu peux les mettre dans la nature, c'est biodégradable, tu peux les brûler, impeccable. Et il me pose la question, tiens, pour les assiettes, comment on pourrait faire? Il y a des assiettes en carton tout simplement avec la même propriété, biodégradable, on peut la mettre dans le poêle éventuellement. Pour les casseroles ça c'est plus délicat. Directement me vient en fait des solutions un peu comme celles quand on est en bivouac ou en camping, on prend une grosse poignée d'herbe haute et on frotte bien avec, on frotte bien la gamelle ou on frotte bien la casserole avec et ça fait le job.
Est-ce que sur le long terme, ça fera le job quand même? Est-ce que malgré tout, quand c'est un peu cramé, est-ce que ça... Bref, voilà. Donc on arrive quand même à des trucs un peu type un peu bushcraft. Ça fonctionne très bien, mais ça ne donne qu'une réponse partielle parce qu'il faut aussi se mettre à la place du gars qui habite un immeuble d'appartement de 5 étages où la seule parcelle d'herbe ou autre, voilà, c'est tout petit. Pour lui, ça va peut-être délicat ce genre de solutions qui sont tout à fait envisageables dans la verte, mais pour lui qui est peut-être dans un immeuble, comme je dis, 5 étages avec 50 personnes et une petite parcelle d'herbe de rien du tout devant, tout le reste c'est du béton, voilà. Je coince un peu. Donc pour la solution du campagnard, bah, c'est tout trouvé, on fait comme en bushcraft, en espérant que sur le long terme on n'arrive quand même pas à avoir un souci, notamment en hiver par exemple. En hiver on a déjà moins de végétation pour frotter la gamelle, donc on va devoir trouver d'autres solutions, c'est tout à fait possible, hein. Mais voilà, pour l'urbain, j'ai un peu du mal à trouver des solutions, donc si vous en envisagez, donc comment je peux nettoyer une casserole, ou comment je peux faire pour faire de la cuisine sans utiliser une casserole, sans la crasser, tout simplement parce que j'ai un problème d'eau, j'ai pas beaucoup d'eau pour pouvoir faire ma vaisselle. Si vous avez des solutions pour notre petit piou-piou urbain, ben, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Voilà ce qui clôture cette foire aux questions. Donc, je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux vidéos et aux questions qui sont pour l'instant toujours super intéressantes. En tout cas, je vous remercie en tout cas de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Le but de cette chaîne, c'est vraiment répandre un maximum, on va dire la bonne nouvelle sans prétention de me passer pour un évangéliste, mais je suis persuadé que, en tout cas vous, probablement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous êtes déjà dans cette démarche, qu'il faut plus de préparation individuelle pour mieux s'en sortir tous collectivement. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça rend ces vidéos beaucoup plus, avec une diffusion beaucoup plus large, et je ne peux que vous souhaiter de bien vous préparer et une très bonne journée.